Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Sens Public, votre rendez-vous de débat, chronique et reportage. 90 minutes, deux grands thèmes pour donner du sens à l'actualité et aux mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 19 février. Richard Ferrand, élu d'extrême justesse au Conseil constitutionnel à une voix près, peut-il quand même devenir président? Pourquoi ce vote des parlementaires, des commissions des lois fragilise l'alliance entre républicains et macronistes? Y a-t-il eu un deal secret entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour que les élus du RN s'abstiennent lors de ce vote? Faut-il enfin réformer les nominations, le fonctionnement de notre Cour suprême? On répond à toutes ces questions dans un instant. Et puis dans la seconde partie de notre émission, l'histoire d'une tentation, celle de la tronçonneuse argentine. Ministerio del Turismo y Deporte, afuera. Ministère du Tourisme et des Sports, ça dégage. Ministère de la Culture, ça dégage. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, ça dégage. Ministère des Femmes et de la Diversité, ça dégage. Un an après son élection, le président argentin a coupé 30% des dépenses publiques. Une telle purge serait-elle possible en France? Pourquoi ce discours anti-État séduit de plus en plus les droites françaises et européennes? Pourquoi nos services publics fonctionnent mal malgré 5 700 000 fonctionnaires? Ne ratez pas notre débat sur ce thème, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, l'histoire d'un président du Conseil constitutionnel accueilli par un vote de défiance. C'est Cécile Sixou qui nous raconte le récit de cette journée. Il fallait 59 voix contre, il n'y en a eu que 58. À une voix près, Richard Ferrand passe tout juste. Et il y a eu 39 voix pour et 58 voix contre. Donc rien ne s'oppose à ce que le président de la République nomme M. Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. À une voix. Ça, ce sera une voix. Une voix. Mais la faiblesse de ce résultat interroge sur sa légitimité. À la sortie, la gauche demande au président de la République de renoncer à sa nomination. Il y a un problème de légitimité qui va se poser pour lui à la présidence du Conseil. À Emmanuel Macron de faire en sorte de régler le problème. Donc que Richard Ferrand soit désigné membre du Conseil constitutionnel, c'est une chose, mais pas comme président. Et peut-être de choisir parmi les membres actuels l'un d'entre eux. Même questionnement pour les écologistes. Mélanie Vogel et son groupe ont déposé une proposition de loi pour changer le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel. Nous avons déposé une proposition de modification de la Constitution pour changer cette procédure, parce que personne ne comprend qu'on puisse, que ce soit constitutionnel, de désigner quelqu'un qui a le Parlement contre lui pour présider l'institution qui vérifie la conformité des lois à la Constitution. Quant au LR qui avait fait campagne contre cette candidature, ils accusent le RN de s'être abstenu lors du vote. Une abstention complice qui cacherait un accord secret entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On a évidemment envie de penser aux prochaines décisions que doit prendre le Conseil constitutionnel. Je rappelle qu'il y a une QPC pour savoir si Madame Le Pen sera ou pas inéligible. Pour tout ça sent quand même très fort le deal secret entre M. Macron et Mme Le Pen. Des accusations qui vont trop loin pour le camp présidentiel. Richard Ferrand devrait succéder à Laurent Fabius le 8 mars prochain, sauf si Emmanuel Macron change d'avis. Et c'est donc un président du Conseil constitutionnel, une institution affaiblie dont on débat tout de suite avec Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, professeur émérite des universités à Sciences Po. Et vous publiez Le goût de la politique, un observateur passionné de la Ve République. C'est chez Odile Jacob. Laureline Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de droit public et constitutionnel à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Vous êtes autrice d'un blog, Le droit de la Fontaine, et puis ce livre, La Constitution au XXIe siècle, l'histoire d'un fétiche social, c'est publié aux éditions Amsterdam. Stéphane Vernet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Stéphane, journaliste politique, rédacteur en chef délégué de la rédaction d'Ouest France à Paris. Mathieu Croissant-Lot, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Éditorialiste politique. Pascal Perrineau, est-ce que vous avez souvenir d'un futur président du Conseil constitutionnel aussi affaibli avant même son entrée en fonction? En effet, on n'a jamais eu une situation qui est aussi difficile que celle qui a débouché tout de même sur le choix de Richard Ferrand. Richard Ferrand est membre du Conseil constitutionnel et on verra si le président se rallie ou non à la proposition que faisait une élue socialiste de choisir éventuellement un autre président. Mais on ne peut pas... il y a des lois.
S'il n'y a pas 3/5 des commissions qui se prononcent contre, eh bien voilà, l'individu, en l'occurrence Richard Ferrand, est élu. C'est un vote de défiance, mais pas suffisant pour qu'il ne soit pas choisi. Pas suffisant. Alors maintenant, on dit, voilà, comme le résultat ne nous plaît pas, on va faire une proposition de loi pour changer la loi, mais ça pour la prochaine fois. Patrick Kanner, effectivement, et Boris Vallaud, qui président le groupe PS, l'un au Sénat, l'autre à l'Assemblée, demandent au président de choisir un autre sage comme président du Conseil. Est-ce que c'est possible déjà, constitutionnellement, ou est-ce que le président de la République, ayant présenté ce candidat, doit forcément le donner à la présidence du Conseil constitutionnel? Non, il n'y a pas d'obligation pour le président de la République de désigner un candidat au Conseil constitutionnel qui sera forcément le président. Et d'ailleurs, quand la présidence n'est pas en jeu, il nomme des candidats au Conseil constitutionnel qui ne sont pas présidents. Je voudrais juste quand même dire que c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de notre République qu'il y a une audition du futur président du Conseil constitutionnel. Donc cette situation est inhabituelle et en même temps la pratique est extrêmement récente. Donc le seul précédent, c'est celui de Laurent Fabius. Avant, les candidats n'étaient pas auditionnés. Il n'y avait pas besoin d'une validation par les commissions des lois, c'est ça? Exactement. Bon, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de découvrir que la loi, en effet, est mal faite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une majorité des parlementaires contre la candidature, et c'est le cas, et au Sénat et à l'Assemblée nationale, et pourtant, la candidature doit être validée puisqu'il faut 3/5 contre. Et ça, en fait, on le découvre, et c'est ça la problématique. Alors, on y reviendra sur la possibilité de changer effectivement la loi et le mode de nomination. Notez que côté Sénat, le candidat du président du Sénat, le sénateur LR Philippe Bas, a été désigné par une majorité, et côté Assemblée nationale, on l'a appris il y a quelques minutes, Laurence Vichnievsky, députée MoDem, ancienne juge d'instruction, a elle aussi été désignée à une majorité de 28 voix pour et 22 voix contre. Stéphane Vernet, je reviens au destin de Richard Ferrand. C'est un vote anti-Ferrand, c'est un vote anti-Macron, les deux à la fois? Moi, je pense que c'est d'abord un vote anti-Macron. Je pense que c'est plus Emmanuel Macron. Je pense que c'est plus le président de la République qui cristallise un certain nombre de colères et de mécontentement autour de lui, et que dans ce vote, il y avait, ou dans la passe d'armes à laquelle on vient d'assister, il y avait d'abord ça. Bon, après, vous avez autour de Richard Ferrand un certain nombre de griefs qui sont prononcés, qui ont été résumés, formulés très simplement par Laurent Wauquiez à l'Assemblée quand il a expliqué que ses députés de la Commission des lois ne voteraient pas pour Richard Ferrand. Il dit qu'il y a un problème d'éthique, il y a un problème de partialité et un problème de légitimité, si je me souviens bien. Donc, de compétence ou de légitimité. Voilà. Tout ça repose sur des choses, sur des appréciations très subjectives, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que l'éthique, c'est une référence directe à l'affaire des mutuelles de Bretagne. Mais je vous rappelle que Richard Ferrand n'a pas été condamné dans ce dossier, en fait. Alors, tout le monde dit « Ah bah oui, mais c'est parce qu'il y avait prescription, l'affaire n'a pas été jugée sur le fond. » Mais rien ne nous dit que si l'affaire avait été jugée sur le fond, Richard Ferrand aurait été condamné. Parce qu'encore faut-il bien savoir de quoi on parle. Cette affaire, il faut la connaître pour bien la comprendre. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que le raccourci qui a été fait autour de ce qui lui est arrivé. Première chose. Sur le... Alors, si vous le voulez bien, sur les deux autres, c'est-à-dire la proximité avec le président de la République et les compétences juridiques, ou de juristes, on y reviendra, parce qu'évidemment, ce sont deux chapitres qui sont importants et très intéressants. Merci beaucoup, Stéphane. Et je commence justement par la critique. Ce n'est pas un juriste, il faut nommer des juristes à ce poste. Je vous vois déjà réagir, Pascal Perrineau, mais d'abord on écoute comment Richard Ferrand s'est défendu face à cette critique devant les parlementaires. C'était cet après-midi. Je ne suis pas un professionnel du droit, c'est vrai, mais comme vous, un serviteur de la République et de ses territoires. Ma vie est celle d'un citoyen engagé, profondément attaché à nos institutions républicaines. J'ai la conviction que les responsabilités que j'ai exercées comme député puis comme président de l'Assemblée nationale constituent une expérience précieuse pour le Conseil. Bon, un politique président du Conseil constitutionnel, là c'est vraiment tout sauf nouveau. Ah oui, c'est tout sauf nouveau. On peut faire la longue liste. Dès le début, ça a commencé comme ça. En effet, quand le Conseil constitutionnel se cherche ses premiers présidents, sous le général de Gaulle, eh bien, à la fois Léon Noël, Gaston Palevski sont des proches collaborateurs du président de la République de l'époque. Gaston Palevski n'a aucune connaissance juridique, c'est un littéraire, mais c'est quelqu'un qui est franc
frotter, en effet, à la vie politique et au droit. Et là, il y a un débat que l'on a à peu près à chaque fois. Il ne faut pas oublier que Laurent Fabius, bon, il a été nommé, ce n'est pas un juriste, Laurent Fabius, il a été nommé par François Hollande. Et c'était un proche, en effet, ils étaient tous les deux au Parti Socialiste. Oui, alors après, il s'était pas mal combattu en interne. Proche, non, bien sûr, oui, en effet, il avait eu des mots très durs, mais comme quoi François Hollande a su jeter la rancune à la rivière. Parce que Laurent Fabius avait eu des propos très durs sur François Hollande. Mais c'est quelque chose, j'allais dire, de tout à fait classique. Et puis même lorsqu'il y a, ce qui est le cas dans certaines démocraties, une volonté de nommer des juristes, des professeurs de droit, etc., ça n'empêche absolument pas ces juges de devenir extrêmement politiques. Regardez la Cour suprême aux États-Unis. Il y a énormément, en effet, d'hommes et de femmes avec des capacités juridiques élevées. C'est souvent donné en exemple. Les positions, le moins qu'on puisse dire, que prend la Cour suprême sont extrêmement politiques. Et puis, il y a des politiques ou des gens qui ne sont pas juristes et qui se mettent au droit. Et parfois jouent un rôle tout à fait intéressant dans les débats. Quand même, Laureline Fontaine, est-ce que ce Conseil constitutionnel, au-delà du cas de Richard Ferrand, va manquer de juristes ? Alors, je vais vous dire, pour moi, c'est pas du tout le sujet. Ah bon ? Quand même. Non, pas du tout. Je m'explique. C'est que quand on est professeur de droit, on vous taxe tout le temps d'avoir envie qu'il y ait plein de professeurs de droit au Conseil constitutionnel. En fait, moi, c'est pas du tout ma problématique. Ma problématique, c'est le fait qu'il n'y ait que des politiques ou des personnes liées à l'exercice du pouvoir politique. Et pour moi, avoir une orientation politique, ce qui peut être le cas de n'importe qui, qu'il soit professeur de droit ou pas, c'est pas la même chose qu'être un homme ou une femme politique. C'est-à-dire, ce qui se passe, en fait, c'est que cette question-là, je trouve, n'est pas bien pensée. Parce que la figure du juge, c'est quoi ? C'est la figure du tiers. C'est-à-dire, c'est celui qui est différent de ceux qu'il juge. On ne demande pas à un juge pénal d'avoir déjà volé pour bien juger un voleur. On ne lui demande pas ça. Et bizarrement, on dit « Oh, il faut bien connaître la politique pour juger la politique ». C'est-à-dire qu'on oublie, on évacue complètement l'idée que le juge, c'est un tiers. Et que c'est à cette condition seulement qu'il peut être impartial. C'est vraiment une leçon élémentaire de la justice depuis 200 ans. L'important, c'est pas que ce soit un juriste, mais que ce soit un non-politique. Exactement, c'est ça le que ce ne soit pas un politique. D'accord. Et j'allais dire, quel manque d'imagination des politiques, qui pensent qu'il n'y a qu'entre eux qu'on peut effectivement se juger ou se recruter. Donc, le président du Sénat nomme un sénateur, la présidente de l'Assemblée nationale nomme un député, le président de la République nomme évidemment l'un des siens. La société est tellement diverse, tellement ouverte, quel manque d'imagination. Pour moi, la question, c'est l'intérêt apporté ou porté dans le passé à la question constitutionnelle. Et tous avouent, les uns après les autres, qu'ils ne connaissent rien à la Constitution. Et d'ailleurs, si vous demandez aux politiques actuelles, que ce soit au gouvernement ou au Parlement, très peu connaissent la Constitution. Et c'est justement un gros problème. Alors, vous commenciez à dérouler votre argument tout à l'heure, Stéphane Verdet, donc je vous redonne la parole évidemment sur ce procès en incompétence juridique ou de juriste de Richard Ferrand. Je comprends tout à fait vos arguments, je trouve ça intéressant. On pourrait aussi très bien imaginer qu'on instaure un système de quotas, entre guillemets. Il y a 9 juges, on pourrait dire, tiens, voilà, il faudrait qu'il y ait un tiers des juges qui soient des politiques, un tiers qui soient des magistrats, un tiers qui soit issu de la société civile. Pourquoi pas ? En tout cas, pour l'instant, la règle, c'est pas ça. Moi, ce que je vois là, au moment où on se parle, si vous voulez, c'est qu'on va dire... Oui, Richard Ferrand, c'est pas un juriste, il est incompétent. Je suis désolé, quand vous avez été président de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années, vous connaissez toute la mécanique de la fabrique des lois, vous connaissez les règlements, vous connaissez la Constitution. Vous n'êtes peut-être pas un professionnel du droit, enfin, vous êtes quand même rompu à ce genre d'arcane. C'était le cas de Laurent Fabius, c'était le cas de Jean-Louis Debré avant, ça posait pas de problème. Et donc là, d'un coup, ça devient un sujet. Si, ça posait des problèmes. Alors, juste une chose. Alors, peut-être moins exprimé publiquement, mais pour vous, c'est un problème, vous lui direz pourquoi. Allez-y, juste Stéphane. une chose, c'est-à-dire qu'on se focalise sur la figure du président du Conseil constitutionnel. Je vous rappelle qu'il y a 9 sages. Et le président du Conseil constitutionnel ne décide pas de tout seul, c'est pas vrai. C'est d'abord un travail collégial, c'est un travail construit. Un mot, Laureline Fontaine, vous dites que c'était déjà un problème avant. Avec Laurent Fabius ou ses prédécesseurs. En fait, on feint tout le temps de découvrir qu'il y a un problème au Conseil constitutionnel. Et c'est largement documenté maintenant. Enfin, je pense qu'on commence à bien savoir comment ça fonctionne. 9 juges, en effet,
que 9 juges pour un pays comme la France et compte tenu de ses responsabilités. Il y a 16 juges à la Cour allemande, par exemple. Et si on compte qu'il y a 9 juges à la Cour suprême américaine, il n'y a pas que 9 juges. Il y a 9 juges plus chacun qui a une équipe de 5 à 6 personnes. Ici, ils ont 0 personne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun assistant personnel qui entoure chaque juge. Et il y a un secrétaire général du Conseil constitutionnel. Si vous voulez, à la Cour suprême, le travail est quand même préparé. 5. Ouais. Et ensuite, vous avez aussi tout un tas de personnes qui viennent aider. À la Cour constitutionnelle allemande, vous avez 16 juges. Et les 16 juges ont chacun 5 référendaires et un staff qui est énorme, puisqu'il y a 1500 personnes à la Cour constitutionnelle allemande. Il y en a moins de 100 au Conseil constitutionnel français. Donc comment voulez-vous qu'il fasse son travail dans de bonnes conditions ? Les conditions, c'est que nous avons des personnes qui ne connaissent pas la Constitution, qui n'ont aucune assistance et qui donc sont très poreux aux influences du pouvoir exécutif et influence évidemment aussi, on en avait parlé la dernière fois, des lobbies économiques. Oui, on y reviendra sur l'influence notamment politique. Mathieu, la nomination de Richard Ferrand, elle intervient en plus à un moment où le Conseil constitutionnel, il est de plus en plus critiqué. Oui, alors pour être tout à fait honnête, les critiques du Conseil constitutionnel, elles sont aussi vieilles que le Conseil constitutionnel lui-même. On rappelle, parce qu'on le dit souvent, qu'il avait été qualifié par certains de chien de garde de l'exécutif, de pistolet braqué sur le Parlement au moment de sa création. Et puis l'institution fut même traitée de Cour suprême du musée Grévin, le plus docile des corps dociles du général de Gaulle. Ça, c'était François Mitterrand dans le coup d'État permanent. Pour autant, les années aidant, le Conseil constitutionnel a fini par trouver quand même sa place. Et si les critiques ont continué de pleuvoir, on en parle encore sur sa composition, sur le mode de désignation de ses membres, ou sur la qualité de membres de droit, par exemple, des anciens présidents de la République, un sujet récurrent, l'institution avait quand même fini par faire l'objet d'un consensus dans la classe politique qui lui trouvait tant bien que mal quelque utilité. Il y a qu'à voir le nombre de saisines que déposent les sénateurs ou les députés après les lois. Mais ce large consensus a disparu. À mes yeux, oui. Depuis 2 ans notamment. Alors, les critiques ont toujours existé, mais je trouve qu'il y a eu une première salve en 2023 au moment de la validation par les sages de la grande partie de la réforme des retraites. Tristesse, derrière leurs barricades, les sages viennent de jeter un lourd pavé sur le peuple, s'éclame alors Jean-Luc Mélenchon. Rappelez que des jours durant, les Insoumis avaient instruit un procès pour saper la légitimité d'une institution jugée partiale et très politique, disait-il à l'époque, dans laquelle le leader de la France Insoumise voyait, lui, le symbole du fatras de la Ve République qu'il faut bousculer. Et puis, 9 mois plus tard, les critiques sont venues de l'autre camp. Après la décision des sages de censurer une grande partie de la loi immigration, alors là, c'était coup de force des juges pour Jordan Bardella, coup d'état de droit pour Laurent Wauquiez, de quoi faire sortir Laurent Fabius de sa réserve. Attaquer le Conseil constitutionnel pour une décision qui est parfaitement régulière et dire que c'est un coup d'État, non seulement c'est faux, mais d'une certaine manière, c'est une remise en cause des institutions, soulignait alors son président. Est-ce qu'il a raison ? Oui, il a raison. Alors, entendons-nous, on peut réformer le Conseil constitutionnel, ça, il n'y a pas de souci. Mais on entend quand même bien la petite musique qui suit. On l'a entendu notamment à l'automne suivant, Bruno Retailleau, tout juste promu ministre de l'Intérieur, et encore vexé que le Conseil constitutionnel ait retoqué cette fois-ci son projet de référendum sur l'immigration. Il ira jusqu'à déclarer, Bruno Retailleau, que l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. Alors, même si sa sortie visait les règles de droit, enfin les règles qui fixent l'état de droit et non l'état de droit en lui-même, on voit bien que ça crédite petit à petit dans l'opinion cette idée d'une république des juges qui empêcherait les politiques de gouverner et la France d'avancer, et qui vaudrait mieux faire tout ça sans filet. Transformer le Conseil constitutionnel en bouc émissaire, c'est une facilité dangereuse qui pave généralement le chemin de tous les régimes qui deviennent de plus en plus autoritaires. Pascal Perrineau, votre avis, cette critique-là sur la république des juges, elle est dangereuse, effectivement ? Oui, en effet, elle est récurrente, cette histoire du gouvernement des juges. Mais il faut bien voir que quand on compare notre justice constitutionnelle à ce qui se passe dans beaucoup d'autres démocraties, c'est très différent. D'ailleurs, nous n'utilisons pas le terme cour. Nous n'utilisons pas le terme dans mes titres, j'ai dit Cour suprême pour ne pas répéter, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, ce n'est pas la même chose. Au départ, c'était un conseil.
et ça a gardé le nom de conseil, et ça cherchait avant tout à regarder si les limites de la loi, dans le cadre de l'article 34, étaient respectées. Et puis, peu à peu, il y a eu, en effet, une montée en puissance de ce conseil constitutionnel qui, maintenant, en effet, a plus une fonction juridictionnelle. Mais il y a aussi bien à droite qu'à gauche, en effet, une petite musique, qui est une petite musique qui, à terme, peut être assez dangereuse, parce que le Conseil constitutionnel, à sa manière, avec ses limites, ça joue le rôle d'un contrepoids, et s'en prendre avec la vivacité de Jean-Luc Mélenchon ou de certains membres de la droite au Conseil constitutionnel, c'est remettre en cause un contrepoids qui reste utile dans le jeu de nos institutions. Oui, votre avis, Laureline Fontaine, est-ce que cette petite musique, je reprends les termes de Mathieu, elle est dangereuse ou justifiée, après vous ? Alors pour moi, il y a deux idées. La première, c'est de savoir quels sont les talons à partir duquel on juge le Conseil constitutionnel, où on évalue sa compétence ou son rôle. Et j'entends toujours que cet étalon, c'est la classe politique. Or, moi, ça me semble tout à fait inapproprié, parce que la justice constitutionnelle, c'est pas fait pour le corps politique, c'est fait pour le corps social. C'est-à-dire que la Constitution, c'est un acte du corps, c'est censé être un acte du corps social. Et elle contient des limites qui, justement, sont censées arrêter le pouvoir, l'exercice du pouvoir, quand il est porté à abuser de celui-ci. Donc, ce n'est pas pour le corps politique, c'est pour le corps social. Et c'est toujours, et croyez-moi, que le corps social, il n'est pas tout à fait de votre avis sur la question de la légitimité ou la non-légitimité du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas les politiques qui décident si la justice constitutionnelle est légitime ou pas, normalement. Donc, c'est pas lui qui doit... Non, mais c'est les politiques qui critiquent, en tout cas. Oui, bien sûr, c'est les politiques qui critiquent, mais on ne s'intéresse jamais aux critiques qui ne viennent pas des politiques. Or, elles sont essentielles. Et le deuxième point, c'est sur, justement, le gouvernement des juges. Parce qu'en fait, on a tendance à opposer le gouvernement des juges à ce qui ne serait pas la critique du gouvernement des juges. Mais je vais vous dire, pour moi, critiquer le gouvernement des juges, ça a exactement le même effet que ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on nomme un sénateur pour devenir juge constitutionnel, une députée ou un ancien président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on fait ? On neutralise par avance la justice constitutionnelle. Et quand on critique le gouvernement des juges, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien justement, on souhaite étouffer le plus possible la justice constitutionnelle. Donc pour moi, le résultat est exactement le même. Et donc... Mais elle a, pardon, parce que moi, c'est peut-être un peu trop compliqué pour moi, je vais l'avouer humblement. Je pense que c'est très simple. Oui, je voudrais revenir aux deux décisions dont parlait Mathieu et qui ont fait l'objet de critiques du Conseil constitutionnel. Les retraites d'un côté, très critiquées par les Insoumis, la loi immigration de l'autre, très critiquée par le RN et la droite. Le Conseil constitutionnel, il a joué son rôle d'arbitre à ce moment-là, dans les deux cas. Ou alors il a fait de la politique et il était parti pris. En fait, on peut pas dire que... On peut dire qu'il a joué son rôle parce qu'il a rempli la mission qu'on lui a demandée. Oui. C'est-à-dire que lui, il doit juger, il doit rendre une décision. Il l'a rendue. Donc, effectivement. Mais la question est de savoir comment il l'a rendue. Et dans les deux cas, je pense que dans les deux cas, la critique peut être forte pour des raisons extrêmement différentes. Dans le cas de la décision retraite, la critique peut être forte pour deux raisons. D'abord parce qu'il a fait droit à une lecture extrêmement, à mon avis, contraire à l'idée de constitution, puisque l'idée de constitution, c'est celle de limite. Oui. Et dans sa décision sur les retraites, il dit au contraire, eh bien, il y a des ressources. On peut utiliser 44.3, on peut utiliser 49, on peut utiliser 47. Je ne vais pas vous laisser tout détailler parce que je suis désolé, mais c'est important parce que on s'y perd un peu. Vous me demandez. Oui, mais je ne vous demande pas forcément une réponse de rentrer dans tous les détails de chacune des décisions parce que c'est trop complexe. Voilà, qu'est-ce qui fait que pour vous, il n'est pas dans son rôle à ce moment-là ? Puisque vous nous dites cette institution ne fonctionne pas, parce qu'il est animé, parce que ses membres sont animés par l'idée de l'action politique et pas par l'idée de limite. Là, j'entends cet argument. Ça donne la décision retraite, ça donne la décision loi immigration. Bon, il y a une autre critique que vous avez commencé à évoquer, Stéphane Vernet, le fait que Richard Ferrand soit trop proche du président, alors même soupçonné de vouloir permettre à Emmanuel Macron de se présenter une troisième fois. Alors là encore, devant les parlementaires, il a tout simplement nié l'avoir jamais souhaité. On l'écoute. Un tweetos qui n'a, comme on dit, un amateur de tweets,
le réseau de M. Musk, qui se saisit d'un bout de phrase et dit « Ferrand veut un 3e mandat pour Macron ». Cela part comme une traînée de poudre. Et j'ai même entendu ces derniers jours des journalistes avec une conviction sincère demander à des parlementaires qu'est-ce qu'ils pensaient, parce que moi je voulais un 3e mandat, ce que je n'ai jamais dit. D'abord parce que je sais que c'est impossible, et je posais la question sur le principe. Mais je vais répondre précisément à votre question. Pour moi, l'article 6 de la Constitution est parfaitement clair, et si l'hypothèse que vous évoquez devait se réaliser, cela n'y changerait rien. Stéphane Vernel, je viens sur les critiques de la proximité entre le président de la République et le président du Conseil constitutionnel. Là aussi, on l'a bien dit, c'est pas nouveau. Pourquoi, d'après vous, ça ne passe pas ou ça ne passe plus aujourd'hui ? Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, ça passe plus parce que l'Assemblée n'est plus la même. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la 2e fois que l'Assemblée a à se prononcer sur la nomination du président du Conseil constitutionnel. Pour Laurent Fabius, il y avait une proximité avec le pouvoir, vous l'avez très bien dit, même si c'était pas le grand amour entre Laurent Fabius et François Hollande, c'était quand même la même famille politique, c'était un politique. Enfin voilà, il y avait sa nomination est passée crème. Mais parce que l'Assemblée n'était pas dans un état de non-majorité, tripartitionné, et puis enfin voilà, les usages ont changé, les pratiques ont changé, et je pense que là, il y a d'abord on est d'abord dans le registre de l'affrontement politique autour de cette nomination. Ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup d'intentions qui sont prêtées à Richard Ferrand. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un discours qui consiste à dire « Ah, mais oui, en fait, il est là, il a été choisi pour modifier la Constitution pour permettre au président de la République de se représenter en 2027 ». Ce qui est complètement stupide. Enfin, moi, ça me paraît une aberration totale. Mais c'est vrai que Richard Ferrand avait été interrogé sur ce sujet-là dans une interview donnée au Figaro en 2023, si je me souviens bien, dans laquelle il disait qu'il regrettait que la Constitution soit ainsi et que effectivement cette possibilité, parce que c'était une façon de restreindre la souveraineté populaire, etc. Et ça a été interprété comme ah ben voilà, lui il veut changer la Constitution, il veut que Emmanuel Macron puisse. Bon, il l'a démenti aujourd'hui en disant non, ça n'a jamais été mon intention. Après on le croit ou on le croit pas, mais il y a ça. Et puis il y a tout le discours qui consiste à dire en fait il est en service commandé. Et il va faire en sorte d'arranger l'affaire de l'inéligibilité de Marine Le Pen. C'est le prochain thème. Alors, c'est le prochain terme. Mais juste quelque chose. Ouais. Moi, je trouve assez formidable, si vous voulez, qu'en fait, on oublie quand même que dans ce pays, il y a un principe qui est celui de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance totale de la justice. Et tout le monde part du principe qu'en fait, elle n'existe pas, que le politique est responsable de tout et contrôle tout. Et moi, je ne crois pas que ce soit une réalité. Mais en fait, on est tous en train de débattre et de juger les choses sur cette façon de voir les choses qui n'est, de mon point de vue, qui n'est pas étayée. Mathieu, et ensuite je redonne la parole. On est très clairement dans l'ordre du procès d'intention. Mais ce procès d'intention, il est nourri par le fait que Emmanuel Macron n'a pas nommé quelqu'un de son camp, il a nommé un proche parmi les plus proches. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que quand François Hollande nomme Laurent Fabius, c'est quasiment une exfiltration, si j'ose dire. Ils s'en débarrassent. On ne peut pas dire que ce sont deux proches. Ils se sont opposés toute leur carrière politique. Ils n'ont pas de lien d'amitié, ils n'ont pas de lien de proximité au-delà d'avoir fait partie de la même formation politique. Richard Ferrand, c'est autre chose. C'est un des premiers compagnons de route d'Emmanuel Macron, à l'époque où personne ne misait un copec sur le futur président. C'est quelqu'un qu'Emmanuel Macron... Emmanuel Macron considère d'une certaine façon qu'il a subi de mauvaises manières Richard Ferrand, puisque l'affaire des mutuelles de Bretagne l'a fait sortir prématurément du gouvernement où il venait d'être nommé. Il a été battu en 2022 au soir des élections. Donc il y a quand même l'idée de récompenser un vieux grognard. Et alors l'un n'empêche pas l'autre, mais on ne peut pas enlever ça. Et ça nourrit la suspicion, forcément. Si vous ajoutez à ça le fait que les critiques sur son CV, même si on a dit qu'il fallait probablement pas que des politiques et pas forcément que des juristes pour siéger au Conseil constitutionnel, ça fait un faisceau de présomptions qui donne du grain à moudre à tous ceux qui veulent critiquer ce choix du président. Sur l'indépendance des juges, je veux bien vous entendre là-dessus, parce que je vous voyais réagir potentiellement à ce que Stéphane Vernel nous disait. Est-ce que le Conseil constitutionnel a fait ou non la preuve de son indépendance ?
Alors moi, il ne me semble pas. Beaucoup de choses dans son fonctionnement montrent qu'il n'est pas véritablement indépendant, et notamment du pouvoir exécutif. Bon, évidemment, il y a la question du poids de ses nominations, de la composition même du Conseil. Encore une fois, quand le contrôleur et le contrôlé sont les mêmes, c'est malsain pour la justice de toute façon. Ensuite, il y a dans le fonctionnement même du Conseil constitutionnel tout un tas de choses qui relient constamment le Conseil au pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif, c'est une anomalie qui défend, qui va expliquer la loi que le Conseil constitutionnel est en train d'examiner. Ce n'est que par exception et depuis très peu d'années que le Parlement lui-même, que des parlementaires viennent expliquer la loi. Donc c'est le pouvoir exécutif et notamment le secrétariat général du gouvernement. Et d'ailleurs, il y a des ponts constants entre secrétariat général du gouvernement et secrétariat général du Conseil constitutionnel. On passe de l'une à l'autre fonction. Je n'oublie pas que pour moitié, la rémunération des membres du Conseil dépend d'une décision du pouvoir exécutif, ce qui est contraire à la Constitution. Ça crée une dépendance organique également. Bon, ce sont des exemples parmi d'autres. Et ce sont des arguments importants. On se souvient de la phrase de Robert Badinter, le devoir d'ingratitude. Pascal Perrineau, est-ce que, voilà, alors là, on ne va pas faire l'histoire de tous les conseils, mais voilà, globalement, est-ce que j'entends bien les uns et les autres ont respecté ce devoir d'ingratitude, quoi? J'entends bien ce qui vient d'être dit, mais il ne faut pas oublier que ce sont des hommes et des femmes qui sont nommés à un certain âge. Ils sont souvent dans des fins de carrière. Hein, et en fin de carrière, quel que soit le domaine, ça vous accorde davantage de liberté c'est très différent lorsque vous êtes au cœur de votre carrière professionnelle dans les 40-50 ans. Hein. Là, j'allais dire, vous pouvez voir venir. D'autre part, le mandat est un mandat extrêmement long, qui est un mandat de 9 ans, en effet, qui vous donne le temps d'explorer votre indépendance. Et puis enfin, ne faisons pas insulte, même lorsque vous êtes un politique venant de telle ou telle tendance, vous pouvez prendre avec vos engagements politiques, votre foi politique, une certaine hauteur de vue et une certaine liberté. Je pense par exemple à des juges aujourd'hui du Conseil constitutionnel, par exemple comme Alain Juppé. Il suffit de regarder les positions d'Alain Juppé, il suffit de lire en particulier les derniers ouvrages d'Alain Juppé, et vous vous apercevez que c'est un homme qui a pris une certaine liberté et une certaine indépendance. Et parfois, vous avez des gens qui ont un profil beaucoup plus technicien du droit, qui n'ont pas cette liberté et cette indépendance. Alors, la dernière critique, ça va être notre dernier chapitre, et il est important, c'est le fait que les parlementaires du Rassemblement national aient décidé, enfin, à la demande de Marine Le Pen, de s'abstenir, et on a entendu plusieurs voix de différents bords politiques se demander si il y avait eu un deal secret, ce sont les termes employés, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je vous propose, par exemple, d'entendre le sénateur communiste Yann Brossa, c'était cet après-midi lors des questions au gouvernement. Quel est donc le deal caché, l'accord de couloir, le marchandage d'arrière-cuisine qui s'est noué pour aboutir à cette abstention de l'extrême droite? Et la question se pose avec d'autant plus d'acuité qu'une des premières audiences que Richard Ferrand pourrait présider porte sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité d'un élu. Et il se trouve, comme par hasard, que c'est l'un des enjeux du procès pénal de Madame Le Pen. Ma deuxième question, et elle en découle, ne pensez-vous pas précisément, au vu des conditions chaotiques de sa nomination, qu'il serait sage que le président de la République procède à une autre nomination, au-dessus de tout soupçon, pour présider le Conseil constitutionnel? Continue. Et j'accueille Audrey Vutas. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Pour rentrer dans le détail de cette décision. Effectivement, le RN détenait notamment la clé du scrutin avec 16 députés membres de la commission des lois. Et ils ont donc, je le rappelle, fait le choix de s'abstenir. En effet, et en s'abstenant et en ne votant pas contre la nomination de Richard Ferrand, le RN lui a permis d'être validé à une petite voix près, incompréhensible pour la gauche, notamment qui estime, je cite, curieux que des élus qui se prétendent dans l'opposition ne votent pas contre la nomination de ceux très proches d'Emmanuel Macron. Écoutez les explications du sénateur RN du Nord, Joshua Auchard. Richard Ferrand, c'est la solution du moins pire. Si on ne s'abstenait pas sur Richard Ferrand, on aurait eu d'autres propositions. Éric Dupond-Moretti, ça aurait été bien pire. Pourquoi pas Christiane Taubira? En tout cas, le non-choix, non pas le choix, mais le non-choix de Richard Ferrand, c'est la solution du moins pire pour la France, pour les Français.
Alors on a vu avec Yann Brossat que ça ne plaît pas à gauche, ça ne plaît pas du tout du côté des LR. Et notamment au député Olivier Marleix qui a voté contre cette nomination comme une majorité de LR. Il s'interroge sur le dessous des cartes et imagine même un accord secret, un peu comme Yann Brossat, entre le RN et les macronistes. Écoutez. Même totalement incompréhensible. Pourquoi est-ce que Mme Le Pen a fait ce choix On a évidemment envie de penser aux prochaines décisions que doit prendre le Conseil constitutionnel. Je rappelle qu'il y a une QPC pour savoir si Mme Le Pen sera ou pas inéligible. Donc tout ça sent quand même très fort le deal secret entre M. Macron et Mme Le Pen. QPC peut-être pour expliciter, question prioritaire de constitutionnalité. Et l'une des premières questions qui sera posée au Conseil constitutionnel, c'est de savoir si une peine d'inéligibilité, elle n'est pas facile celle-là, doit s'appliquer directement, même en cas d'appel, ce qui pourrait concerner directement Marine Le Pen, on l'a entendu, dont le jugement dans l'affaire des assistants parlementaires est attendu le 31 mars. Voilà pour les explications. Je vais vous proposer d'écouter la réponse de François Patria, le patron des macronistes au Sénat, à l'attaque d'Olivier Marleix. Deux choses. La première, j'avais cru comprendre que les Républicains étaient dans le socle commun. Ce propos ne manifeste pas vraiment son adhésion profonde. En second lieu, il relève de la rancœur ou d'une forme de haine que je ne comprends pas non plus. Mais je voudrais vous dire que par construction institutionnelle, M. Ferrand, aujourd'hui, ne peut être l'otage de personne. Il est élu pour 9 ans. Il n'est pas reconductible. Et personne ne peut aujourd'hui le destituer. Donc, demain, son intégrité, son autonomie, sa franchise personnelle ne seront pas mises en cause. Donc, M. Marleix fait d'ores et déjà un procès d'intention sur des événements futurs. Vous l'avez entendu, la nomination de Richard Ferrand semble créer un début de crise politique dans le socle commun. Merci beaucoup Audrey pour toutes ces explications. Effectivement, je pensais que les LR étaient dans le socle commun. On y reviendra dans un instant, mais je voudrais commencer, Stéphane Vernet, cette histoire de deal secret. J'entends ça, je me dis, oulala, on est dans le complotisme. Alors ça peut être aussi une hypothèse sérieuse. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, j'en sais rien et je pense qu'elle n'est pas sérieuse du tout. Mais en fait, vous n'avez pas besoin d'indice secret pour expliquer le vote de l'abstention du RN. Ce qu'il est très possible, si vous voulez, il suffit que les gens du Rassemblement national, et ça, pour le coup, je pense que c'est le cas, soient persuadés qu'effectivement, de toute façon, la justice est aux ordres, etc., et qu'il y a une collusion entre les politiques et le Conseil constitutionnel, tout ce que vous voulez, pour qu'ils se disent, eh ben, on ne peut pas voter pour, parce qu'on est dans l'opposition, etc., mais on ne va pas voter contre. Parce que peut-être que c'est une façon de se mettre bien avec le futur président du Conseil constitutionnel et que ça peut arranger nos affaires. Il n'y a pas de deal secret, là. Je veux dire, c'est leur décision et c'est leur initiative. Moi, je ne crois pas un seul instant qu'il puisse y avoir un deal secret. Et imagine, c'est l'inverse qui est en train de se produire. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de se dire là, aujourd'hui, met une pression formidable sur Richard Ferrand. Il est le nouveau président du Conseil constitutionnel. Quand il sera saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité. Ce qu'on est en train de se dire là fait que, de facto, il va être impossible ou intenable pour lui de prôner une réforme de la Constitution pour permettre au président de la République de faire un 3e mandat, ou il va être impossible pour lui, ou extrêmement compliqué, de défendre une décision du Conseil constitutionnel en disant, bah là, dans l'ordre au moment de la QPC, de dire effectivement le caractère exécutoire de la peine d'inéligibilité qui est appliquée à Marine Le Pen est anticonstitutionnelle. Vous imaginez ce qui va se passer derrière? Là, pour le coup, il y aura une espèce d'insurrection générale en disant, on vous l'avait bien dit, c'est scandaleux, etc. Donc, Pascal Perrineau, votre avis? Non, je partage entièrement cet avis. Il n'y a pas de deal secret. Mais alors, vous l'expliquez comment l'abstention? Mais il suffit de se dire que depuis que le gouvernement Bayrou a été nommé, tout le monde pousse des cris d'orfraie. Mais enfin, il faut être sérieux. Le Rassemblement national n'a pas décidé aujourd'hui d'engager le fer contre la majorité. C'est clair. La motion de censure, alors on aurait pu dire qu'il y a un deal secret. Alors on n'a pas dit qu'il y avait de deal secret. Là on dit qu'il y a un deal secret. Il n'y a pas de deal secret. Le RN ne veut pas engager, pour l'instant, ça pourra très bien changer dans quelques semaines, le faire avec le pouvoir en place. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que vous disiez tout à l'heure dans votre petit sujet, c'est l'attitude de LR. C'est-à-dire que là, il y a une fragilisation pour les semaines qui viennent extrêmement forte du socle central, du bloc central. Parce que là, on a l'impression, en effet, d'un LR qui retourne de manière claire dans l'opposition, qui a la vivacité des propos de leader de l'opposition, et on n'est plus du tout
dans un parti républicain qui cherche d'une certaine manière un compromis boiteux, mais un compromis avec les partis du bloc central. Et est-ce que ça s'explique aussi, ça, Stéphane Vernet, par le match, le bras de fer, la bagarre entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour la présidence du parti LR qui peut-être changera de nom? Oui, je le pense. En fait, ça fait partie de l'équation, mais comme ce que je disais au départ, c'est-à-dire que dans cette histoire, c'est d'abord Emmanuel Macron qui est visé. Puis après, vous avez des dimensions qui sont au-delà de la raison, qui sont des dimensions très personnelles. Quand on parle d'Olivier Marleix qui prend la parole sur le sujet, je suis désolé, mais il y a une inimitié ancienne et extrêmement forte entre M. Marleix et les présidents de la République, qui s'est déjà manifesté à plusieurs reprises. Donc on est sur des, si vous voulez, on est dans cette histoire. Je trouve qu'on est sur des éléments qui sont pas toujours très rationnels, me semble-t-il. Allez, un dernier thème sur la question du mode de nomination, puisque les sénateurs et sénatrices écologistes l'ont redit, veulent modifier ce mode de nomination. On va entendre Mélanie Vogel, sénatrice écologiste des Français de l'étranger. J'espère que les Françaises et les Français vont se rendre compte de l'aberration de ce qui est écrit dans la Constitution et qu'un débat public va pouvoir émerger pour faire modifier cette procédure, à la fois pour imposer qu'il y ait des critères, comme dans toutes les cours constitutionnelles sérieuses, des critères de compétence, d'expérience et d'indépendance. Ça paraît pas tellement délirant de demander ça, et à la fois qu'il y ait non pas l'absence de super majorité contre au Parlement, mais une majorité pour. Non seulement le mode de nomination, mais peut-être le Conseil constitutionnel lui-même, c'est ce que vous portez. Oui, bien sûr, mais bon, moi ce que je trouve intéressant, enfin, je pense qu'il faudrait qu'on donne une chance de discuter vraiment la justice constitutionnelle et ce que ça représente et ce que ça doit représenter. Là, on se focalise un peu vote anti-Macron ou pas, mais c'est faire fi de toutes les questions qui ont été posées ce matin à la commission de l'Assemblée, à la commission du Sénat, qui ne concernaient pas cette question-là. C'est-à-dire qui concernaient vraiment les compétences qu'il faut avoir, l'intérêt qu'il faut avoir pour la Constitution, le passé, l'intégrité. Beaucoup de choses étaient questionnées et c'est ça qui devrait être le plus intéressant. La réforme, il faut que ça aille jusqu'à ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les moyens donnés au Conseil constitutionnel. Oui, il y a effectivement beaucoup de choses sont à revoir. Alors je signale qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée le 7 février et qui précisément propose de changer le mode de nomination, qui propose par exemple qu'on ne puisse pas nommer une personnalité politique qui aurait exercé un mandat depuis moins de 10 ans. Il y a tout un tas de choses comme ça. Donc c'est à la fois mode de nomination, qui est nommé, et ensuite fonctionnement, lui donner plus de moyens, augmenter le nombre de juges. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que 9 juges, aussi, ça crée des problèmes de quorum en permanence, parce que tous les juges connaissent très souvent ou ont eu affaire à la loi ou connaissent les personnes qui posent les QPC. Et donc, du coup, souvent, les juges se retrouvent à 6, à 5. Normalement, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font quand même, et plusieurs fois par an. Et ça, c'est évidemment un problème qui est posé par le fait qu'on y nomme des politiques et qu'il n'y ait si peu de juges. Donc, en fait, c'est un chantier très vaste. Et je pense que c'est ça dont on devrait discuter, plus que de savoir si on a un vote Macron ou anti-Macron. Pascal Perrineau, à vous le mot de la conclusion. Chantier très vaste. Peut-être que Emmanuel Macron n'est pas en situation de l'engager. Non, on le voit bien. Toutes les réformes institutionnelles, pour l'instant, sont à l'arrêt. Il n'y a pas de majorité pour cela. Il n'y a pas de consensus sur les voies d'une réforme institutionnelle qui serait une réforme d'ampleur. Cela n'empêche pas, en effet, qu'il faut certainement agir sur peut-être les modes de nomination, peut-être le nombre, et surtout les moyens. Parce que 9 juges avec de véritables équipes ayant des moyens, ça change complètement les choses. On le voit aux États-Unis. Vous citiez tout à l'heure le cas du tribunal constitutionnel de Karlsruhe. C'est la même chose. Il y a des équipes lourdes derrière. Et là, c'est un peu un chevaux léger. Mais soyons raisonnables. Je conclus. Soyons raisonnables. Même s'il y avait un profil beaucoup plus magistrat et beaucoup moins politique, les magistrats peuvent être bigrement politique. Ils peuvent faire de la politique, effectivement. Merci à tous. Je vais rappeler les titres de vos livres. Pascal Perrineau, Le goût de la politique, justement aux éditions Odile Jacob. Et Laurine Fontaine, La Constitution au XXIe siècle, l'histoire d'un fétiche social, aux éditions Amsterdam. Et Stéphane Vernet, on vous lit dans Ouest France. Évidemment, merci encore d'être venu sur notre plateau et à bientôt sur Public Sénat.